Chers abonnés, bonjour Géraldine. Bonjour Olivier. Bienvenue à notre édition 86 des lives d'Ophalycée. Mhm. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. On a déjà abordé la question. Si vous étiez sur les réseaux il y a quelques instants, vous avez vu notre petite annonce. On va rentrer Oui. dans le détail, mais l'IA s'invite à OFA, c'est le titre de notre live aujourd'hui. Montrer exactement comment Ophalycée prend la mesure de ce qui s'est passé et de ce qui se passe en ce moment. Et d'autre part, nous allons commencer à partir d'une réflexion sur un livre dont Géraldine a fait un très beau post sur LinkedIn. Et, et donc, et à partir de là, on verra comment on intègre l'intelligence artificielle à Ophalycée dès Oui, septembre 2025. voilà. Enfin, euh, donc, merci. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Donc, cette intelligence artificielle, elle est un petit peu sur tous les sites, toutes les lèvres, on va dire, de discussion dans l'éducation, santé, en politique, enfin, dans tous les domaines. Et c'est important de se poser sur non pas quel outil utiliser, parce que ça peut donner naissance à des postes plus spécifiques. On n'en est pas à notre dernier sur l'intelligence artificielle. Et c'est important de se poser, de prendre un peu de recul sur, sur comment cette intelligence artificielle peut prendre sa place et comment nous, en tant qu'êtres humains, on peut voir justement que notre impact est toujours essentiel, indispensable au développement de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a un livre, suite à webinaire, connexion ou autre, un livre qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps, qui a été écrit par donc deux personnes, dont l'un est le cofondateur de LinkedIn, qui s'appelle Reid Hoffman, et une autre personne aussi qui publie sur Internet depuis quasiment sa conception, enfin on va dire son développement. Et ce livre, c'est celui-là, comme je le montrais tout à l'heure, voilà, qui s'appelle Mhm. Super Agency. J'ai pas du tout de raison, j'ai pas d'action ou quoi que ce soit hein, là-dessus. Je vous montre juste le livre en question. Et le sous-titre est vraiment très intéressant parce que ce sous-titre illustre finalement euh, d'une manière pas ironique ou autre, mais ce que nous pourrions penser de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait bien aller finalement Mhm. avec l'intelligence artificielle plutôt que de développer sur tout ce qui peut très mal aller, justement, sur le développement de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Donc, c'est Donc, pas un et livre. Géraldine, Oui. jusqu'à présent, l'intelligence artificielle, toi qui es au courant et que tu tiens au courant de la question, a généré quand même plus de crainte que d'espoir ou plus d'espoir que de crainte? Il y a certainement plus de crainte parce que c'est pas un domaine. Alors c'est un domaine qui existe depuis des décennies. Hein, des chercheurs sur l'intelligence artificielle, c'est pas né en 2022. Hein, ça a déjà au moins 70 ans hein, et les 50 dernières années. 70 ans? Oui, au moins une cinquantaine d'années surtout après la guerre. Enfin, le développement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est pas maintenant. Les scientifiques, les spécialistes du développement, ça date de plusieurs décennies. Simplement le fait qu'il arrive dans notre maison d'une manière beaucoup plus développée, là, depuis 2022, de par justement ChatGPT, enfin tous ces langages LLM, ce qu'on appelle Large Language Models, et pas seulement ça, mais disponibles dans le creux de la main. Il suffit juste de taper sur son téléphone, de parler à une intelligence artificielle pour nous répondre. C'est la démocratisation, et de par cette démocratisation, une peur aussi de voir avec tous les articles et toutes les prédictions. En 2020, eh bien, vous aviez, c'était de World Economic Forum qui disait qu'en 2025, eh bien, il y aurait, je ne me souviens plus des chiffres, je ne vais pas dire de bêtises, mais qu'il y aurait plus finalement de création d'emplois que de perte d'emplois à cause de l'intelligence artificielle. Mhm. On est en 2025, la projection on va dire, optimiste, on n'y est pas encore, d'accord? Parce qu'on est dans une phase de transition d'une économie qui voit de plus en plus l'intégration de cette intelligence artificielle qui peut faire peur, Comme une mais menace? une menace et qui peut être réelle. Oui, il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de. On Mhm. voit sur LinkedIn ou sur tout un tas de réseaux les postes qui sont amenés, enfin les professions, les métiers qui
vont disparaître, enfin, qui sont amenés à disparaître. Mhm. Comme quand la voiture est née, on n'utilisait plus les chevaux, les usines, la sidérurgie, le travail à la chaîne, qui a fait disparaître énormément. Enfin, chaque révolution, et c'est ce qui est aussi mis dans ce livre, je vous conseille de le lire, parce que c'est une perspective qui n'est pas optimiste et naïve, comme on Mhm. disait dans quelques minutes avant le live, mais c'est de savoir la place de l'humain. Et je pense que ce qui manque, je trouve, dans les réflexions et dans ce qu'on lit, c'est on voit un petit peu trop de négatif pour du négatif pour faire peur. Et même si c'est vrai, que des métiers sont remplacés par des robots ou de l'intelligence artificielle, eh bien, il y a un point, le point humain. L'humain est au centre et c'est ce qu'on veut dire au moins là, en 20 Mhm. minutes. C'est-à-dire pourquoi l'être humain est toujours hyper important dans le développement de l'intelligence artificielle et dans son application aussi. Alors, Excuse-moi, Gérald, donc l'une des grandes leçons de ce livre, c'est de catégoriser les réactions de nous, les humains, face mm-hmm, au développement du robot. Et oui, donc tout à l'heure, on plaisantait en disant, mais toi, tu es bloomer, oui, zoomer, ça veut dire quoi tout gloomer. ça? Mm-hmm. Ça veut dire quoi tout ça? Donc, d'abord, est-ce que ça a du sens de créer des catégories? Mais parce qu'on appartient forcément à l'une d'entre elles. Est-ce que Mhm. ça a du sens? Mais au moins, ce que ça permet, ça permet une réflexion sur soi et comment on veut aborder ce changement qui, comme tout changement, l'être humain n'aime pas le changement. Mhm. C'est ça. Souvenez-vous, l'année dernière, je ne sais pas si on avait fait un live, mais sur notre Oui, tout à fait. immunité au changement, L'immunité au Immunity to changement. Change. C'est un bon livre à revenir là-dessus aussi. Euh, L'être humain n'aime pas. On n'aime pas le changement. C'est comme ça. Mhm. Parce que le changement veut dire de nouveauté, éventuellement inconnue, non maîtrise. On n'est plus forcément en contrôle dans une zone quand on est dans une phase de transition. Donc, aujourd'hui, c'est plus de prendre le recul et non pas de parler de ChatGPT. C'est pas de parler aujourd'hui de X outils, mais c'est de prendre ce recul et de se dire, ben voilà, aujourd'hui, on est en tant qu'être humain, on fait partie. Alors c'est réduit, d'accord, mais la simplicité est toujours très bonne pour commencer des réflexions, dans quatre perspectives. Ces quatre perspectives vis-à-vis de l'intelligence artificielle fait qu'il y aurait quatre catégories, d'après les auteurs, dans l'espèce humaine. Okay, la Mhm. première catégorie, c'est ce qu'on appelle les doomers. Doomers veut Doomers. dire que là, on pense que l'intelligence à long terme, c'est la catastrophe pour l'être humain. C'est pas l'anéantissement, mais c'est sur le long terme. Ce qu'on appelle doomers, ce sont ceux qui évaluent les risques à long terme de l'intelligence artificielle parce que cette super intelligence va devenir une vraie menace sur l'humanité, parce qu'elle ne s'aligne pas sur nos valeurs, parce que voilà, c'est en dehors de notre contrôle et Ouais. développement, communication de valeurs, des L'apocalypse, algorithmes biaisés. l'apocalypse est proche. Oui, voilà. Apocalypse, en tout cas, le risque des biais, j'en reparlerai de ces biais avec un exemple très précis, influence des décisions importantes. Et ces biais, hallucinations, comme on dit ici, misleading, hein, Mhm. ces mauvaises utilisations vont être très, très néfastes pour l'être humain. Alors, il y a une étude de l'Université de Stanford qui montre que les modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui reproduisent les biais humains quasiment dans 44% des cas. Mais je reviendrai avec un exemple très, très particulier de justement les biais et pourquoi l'être humain est important. Alors, ces doomers, pour le long terme, l'intelligence artificielle, c'est très, très néfaste. Il n'y a pas de vision positive à long terme. Et il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est comme ça. Donc, le deuxième groupe, ce sont ce qu'on appelle les gloomers. Alors, les gloomers, eux, ne voient pas forcément le long terme, ils voient tout de suite l'immédiat, les Mhm. dangers, défis immédiats de l'intelligence artificielle. Et par exemple, avec perte d'emploi, déplacement, désinformation, biais, enfin, là, ce qu'on appelle donc ces gloomers, pour eux, la peur, c'est maintenant, quoi. C'est immédiat. Comment on va faire pour que nos enfants, quand on est parents, nos élèves,
ne soit pas absorbé par une tonne d'informations qui est complètement fausse et qui va orienter des décisions qui vont être peut-être néfastes pour leur avenir. Donc, Bloomer, on est dans de l'immédiat dans l'espace-temps, pas forcément le long terme horrible. Parce qu'aujourd'hui, il y a une étude aussi de l'UNESCO qui dit que 70% des fausses informations sont partagées souvent beaucoup plus rapidement que les vraies. Donc, alors, tout ça, ce sont des études, c'est très difficile d'avoir du recul, parce que dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, on est à peine 3 ans de volume. Hein. Je ne parle pas de spécialistes qui sont dessus. Depuis longtemps. Je parle du commun des mortels, de nous, qui sommes confrontés finalement au développement de cette intelligence artificielle. Donc ça, ce sont les bloomers. Ensuite, on passe à une troisième catégorie. Ils sont, eux, des zoomers. Alors, c'est pas du tout qu'ils ont des actions chez Zoom, hein, c'est pas ça. Donc, les zoomers, eux, ils sont optimistes dans le potentiel de l'IA. Il y a un optimisme qui se joue sur l'intelligence artificielle peut vraiment transformer des secteurs entiers de notre vie, de notre économie, si vraiment voilà cette liberté d'innover. C'est grisant, d'accord. Ça peut être quelque chose de bien pour l'humanité. Par exemple, en éducation, en faisant partie, on va dire, de Zoomers, on peut voir la personnalisation des apprentissages. Un enfant qui rencontre tel ou tel souci, tel ou tel problème, l'intelligence artificielle va pouvoir cibler ses besoins, adapter justement des contenus de programmes, des devoirs, des exercices qu'on donne de manière vraiment personnalisée. Non pas un one size fits all, on arrête de faire un programme pour tout le monde, mais on reste dans des lignes de programme, mais on s'adapte à l'élève. Ça, c'est une personnalisation dans le domaine de l'éducation qui permet justement peut-être de libérer du temps chez les profs aussi. On peut avoir des applications ou d'utilisation d'AI qui va aider à gagner du temps pour peut-être mieux en passer avec les enfants, avec les élèves. Des élèves qui vont avoir des parcours adaptés à leur profil. Donc ça, c'est le côté extrêmement positif parce qu'aujourd'hui, au sein de l'OCDE, un petit chiffre, hein, il y a 84% quand même des enseignants qui ont été interrogés dans ce pool justement d'enseignants au sein de l'OCDE, c'est qu'ils pensent que l'intelligence artificielle peut améliorer justement cet apprentissage personnalisé. Donc, la grande majorité des enseignants voient un effet très positif sur l'éducation et l'aide pour les élèves. D'accord ? Donc, on est dans ces zoomers, dans une concentration par domaine positive en regardant l'innovation. Le dernier groupe dont il est fait mention justement dans ce livre, la Super Agency, ce sont les bloomers. Les bloomers, eh bien, eux, ils sont en faveur d'un développement de l'intelligence artificielle, donc ils sont optimistes, mais avec une vision inclusive et itérative sur l'intelligence artificielle. On met l'accent sur la collaboration pour qu'une intelligence artificielle profite à tout le monde. Et non pas à des classes peut-être privilégiées, mais bénéficie à tout le monde. Ce n'est pas une vision, comme il le dit, optimiste, naïve, hein, attention, mais c'est une vision chez les bloomers où il y a cette volonté de regarder le meilleur, le plus, pour tous. Et quand je dis pour tous, élèves, professionnels, dans X domaines de l'économie, hommes, femmes, peu importe, mais que tout le monde puisse bénéficier de cette nouveauté dans nos vies. Donc, et donc, Géraldine, nous, à OFA Lycée, on va permettre justement, on est dans cette perspective un peu c'est cette perspective-là. De bénéficier, oui. Tirer un bénéfice, nous, en tant qu'acteurs, et d'utiliser l'intelligence artificielle au profit et au bénéfice de la vie des élèves. C'est surtout c'est une implication.
de profs, d'élèves, de parents. C'est parce que Donc une enfin voilà, implication, voilà, imbrication. oui, parce que sinon, si on ne fait qu'enseigner aux élèves l'utilisation des AI et que les parents sont sur le côté, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est comme en orientation, je prends un parallèle. Quand on travaille l'orientation vers le supérieur avec un élève, je parle avec l'élève, je lui donne des tonnes d'informations. Je lui dis ça, toutes les deadlines, pourquoi, tel pays, apprendre à s'auto-évaluer. Si le parent n'a pas les mêmes infos, comment il peut y avoir un projet d'orientation en famille qui ait du sens s'il y en a un qui a moins d'informations que l'autre? Je l'ai vu et je l'ai vraiment pratiqué de voir quand la distorsion d'informations entre parents et élèves en orientation est là, quand il y a ce décalage, le processus est beaucoup plus stressant parce qu'il y a cette disparité de connaissances, Tu veux dire, d'informations à la base. tu veux dire que si jamais les élèves progressent plus vite que leurs parents Mhm. dans l'apprentissage, l'utilisation, la gestion du robot, de l'intelligence Il y artificielle, aura des frictions, il y aura des il y aura des tensions, il y aura... frictions, des Mhm. incompréhensions. Oui. Par Ben, exemple, moi, ça, mais quand j'ai lu ça, c'est ça. Enfin, je te laisse finir, vas-y, oui, dis-moi. oui, non, par exemple, je sais pas, il fait un devoir en utilisant l'intelligence artificielle, Mhm. ses parents arrivent derrière et le grondent, Mhm. ou lui interdisent. Mhm. Il y a un problème. Mhm. Et donc, moi, mon parallèle avec l'orientation où j'ai vécu justement le fait que dans des familles, quand il n'y a pas la même information au même moment, les tensions commencent. Parce qu'il y a cette disproportion ou cette disparité, pour dire, cette disparité de connaissances. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être au même niveau, mais il faut essayer quand même d'homogénéiser l'incompréhension de l'intelligence artificielle, que l'on soit un élève de 15 ans, 16 ans en seconde, ou parent ou prof. Parce que s'il y a une disparité, c'est là où les incompréhensions et la communication va être plus difficile. Et ce parallèle avec l'orientation m'est vraiment venu parce que j'ai assisté à des réunions où le parent arrivait après et si l'information n'avait pas été en même temps, il ne comprenait pas pourquoi un élève avait mis, ou moi j'avais mis sur une liste d'universités américaines ou en France, le parent était perdu. Mais pourquoi vous Mhm. n'avez pas si, pourquoi si, pourquoi les questions, et il n'y a pas de problème avec les questions, mais je trouve que c'est engendrer, c'est créer finalement des situations stressantes simplement par le fait que l'information n'a pas été divulguée au même Et qu'il y a moment. il y a un décalage Le décalage. Et c'est ce que dans l'assimilation aussi. voilà. Et les bloomers, si je l'applique à l'éducation, c'est ça. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est l'importance d'impliquer tous les acteurs en éducation et ne pas. C'est pas parce que les parents ne sont pas à l'école qu'ils ne doivent pas être au courant de ce qui se passe et éventuellement même de leur proposer à ces parents une formation AI. On parle des élèves, mais est-ce qu'on parle justement pour tous les parents qui le désirent, hein, il y en a qui ne veulent pas. Enfin, on est là, On on va habite pas dans ce forcer, milieu. On- on va pas forcer les gens. Non, mais c'est vraiment important d'impliquer tout le monde. C'est pas forcément au même niveau, mais qu'il y ait un niveau de connaissance suffisant pour pouvoir avancer. Alors, pas forcément pour se dire j'ai le droit à une opinion parce que j'en sais plus que mon voisin, c'est pas ça, mais on va dire, à un niveau de connaissance qui permet cette discussion à la maison, cette compréhension des travaux qui vont être donnés. Les devoirs qui vont être donnés aux enfants dans les mois, années à venir ne vont pas du tout ressembler à ce qu'on a connu. Ou ne Enfin, devrait pas. bah, ne devraient pas, ou Parce ne qu'ils vont ressembleront peut-être pas. ressembler pendant très longtemps à ce qui Oui, oui, mais ressemblait non, avant. voilà. Et et on ne peut pas laisser les parents de côté. Et les Ah, bien sûr. enseignants ne peuvent pas être non plus là à se dire, euh, à hurler en disant mais ce que tu as fait, c'est une copie de. Enfin, tu as pris ça sur AI, c'est n'importe quoi. Hmm. Donc, d'où la formation aussi des enseignants et des élèves, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui doit être fait l'un après l'autre. Il faut qu'il y ait cette cohérence. Et les bloomers, c'est ça. Les bloomers, c'est penser que l'AI, c'est pour l'amélioration en général, d'accord, de notre vie, de notre monde, parce qu'on ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire marche arrière, ou en tout cas, on peut limiter. Hein,
certains vont dire on va limiter, on va bloquer ci, on va bloquer ça, on va pas faire ci. Très bien, mais dans ce développement, je pense, inclusif, c'est dans le sens tous les tenants et aboutissants, tout ce qui, dans notre domaine éducation, tout le monde est impliqué. Ça ne sera pas forcément toujours au même niveau, non, mais tout le monde aura une connaissance nécessaire de l'implication de l'intelligence artificielle en éducation. Donc c'est pas un optimiste naïf, hein, je répète. Hein, c'est pas, on est au courant. Alors concrètement, Géraldine, dans la salle de classe, si on part de la salle de classe, de ce point de départ, comment l'IA va s'inviter à Lycée ou Alors, comment l'IA est déjà invitée. L'IA est déjà invitée par les applications. On l'avait pas invité, là maintenant on non, l'invite. ça s'est fait de manière organique, c'est-à-dire que toutes ces applications EdTech qui permettaient aux enfants de réviser, par exemple, leur français ou pour améliorer sa grammaire, son orthographe, les mathématiques, la lecture, les mathématiques, prenez Khan Academy, prenez iExcel aux États-Unis. iExcel. Bon, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle depuis longtemps. C'est déjà dans les classes. C'est déjà dans les classes des écoles en présentiel. C'est déjà dans les classes des écoles en ligne comme nous. Ce qui manque, ce qu'il faut aborder maintenant, c'est comment nos élèves vont être eux-mêmes, puisqu'ils ont à portée de main. Avant, ces outils, il y avait un mot de passe donné par l'école, iExcel ou autre. Enfin, il faut passer par un filtre scolaire. Maintenant, non, l'intelligence artificielle, elle aide sur le téléphone des enfants, sur leur ordinateur. Il n'y a plus cette notion qu'un outil qui va m'aider à apprendre passe par mon école. Je peux le faire tout seul, je peux aller explorer moi-même, je peux m'inscrire sur quasiment là où je veux. Donc, c'est cette ouverture sans filtre, sans contrôle, qui, fait peur, peut-être, qui stresse, mais surtout qui met les enfants devant des situations où tout semble beaucoup plus facile, tout semble super, et l'intelligence artificielle va faire le travail pour moi, alors que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, et c'est pas vrai dans le sens de la qualité de ce qui en sort. Parce que l'intelligence artificielle, elle est nourrie que par les humains. C'est nous qui donnons à l'intelligence artificielle de quoi produire pour nous et nous faciliter la vie. Je veux faire un discours sur tel ou tel sujet, donne-moi quelques exemples. N'importe quel chef d'entreprise, directeur d'école ou quoi, peut maintenant avoir un draft, plus que draft, d'un discours qu'il veut prononcer, fait en 3 secondes, plutôt que d'y passer 2 jours. Ou de demander à quelqu'un d'autre. Moi, j'en connais qui demandaient à des autres. À d'autres de le faire, voilà. Bon. Comme les présidents de la République. Et c'est certainement mieux. Et après, tu n'es pas obligé de parler comme un robot. Non, après, on n'est pas obligé de parler comme un robot. Et on peut avoir maintenant, il y a tous ces systèmes d'intelligence artificielle qui répondent à tes emails pour toi. Un gain de temps inouï pour de travail administratif long, laborieux, on peut vraiment réduire et consacrer ce temps à des choses qui sont plus humaines, plus de temps pour passer du temps dans les classes avec les profs ou tout simplement à suivre des formations. Si j'ai pas un travail répétitif ou laborieux administratif que AI peut faire. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que dans l'école, AI existe depuis longtemps. Simplement maintenant, on en fait un usage différent et comment nos élèves peuvent devenir des utilisateurs intelligents. L'intelligence artificielle, et c'est ce que tu dis, l'intelligence artificielle, en fait, nous pousse à être plus humains. Ça nous pousse. C'est ce que tu dis, en fait, parce que comme un décalcomanie, finalement, quand tu traces les lignes de ce que le robot peut faire, tu te rends compte que toutes les tâches automatiques que tu faisais comme un robot, ou moins bien qu'un robot, finalement, elles te permettent de te concentrer. Va le faire pour toi. Elles permettent de te concentrer sur ton humanité. Exactement. Et c'est comme ça que on peut le voir dans d'autres secteurs de l'économie, mais pour parler d'école, c'est ça. Dire au lieu de passer des jours, des heures à telle ou telle tâche, écriture, l'IA va le faire. Donc ce temps gagné, c'est du temps où on peut le passer beaucoup plus justement
avec son équipe, avec ses élèves, on a plus de temps même dans sa vie personnelle aussi, le gain de temps, parce que c'est ça qui, on peut pas, il n'est pas extensible ce temps, on ne peut pas en acheter plus que ce qu'on a. Et tout le monde pleure du manque de temps aujourd'hui. On est toujours à la recherche du temps perdu. Donc, c'est nous, comment faire des citoyens éclairés qui ne voient pas dans l'IA juste un outil qui va les remplacer dans leurs travaux personnels. Alors, comment on le fait? Donc, nous, on ouvre un cours en 2025. Voilà, donc venons-en au cours que nous au cœur, c'est le lançons début, hein. en septembre. C'est que le début, hein, parce qu'évidemment, on a d'autres plans et projets, mais le début, c'est d'expliquer justement l'intelligence artificielle. Alors, pas de manière trop approfondie, mais quand même, de connaître tout le vocabulaire, comment l'IA est une formation humaine à la base et est nourrie par l'humain, avec tout le vocabulaire lié à ce fonctionnement de l'intelligence artificielle, ne pas être que des utilisateurs, mais aussi des gens qui comprennent. Les engager aussi dans des discussions sur l'éthique, des discussions philosophiques aussi, hein, sur les défis contemporains, les défis de société, les faire rechercher justement des solutions. Une fois qu'on a établi les défis et qu'on a discuté avec eux et qu'ils ont fait de leur recherche et qu'ils peuvent présenter des résultats de recherche, les impliquer. Et le but, c'est de montrer qu'on est vraiment, l'humain est indispensable à l'intelligence artificielle, en tout cas pendant un long moment. On ne sait pas combien de temps, mais pendant encore un long moment, on ne voit pas comment on serait exclu et même valorisé, c'est-à-dire superhuman, c'est-à-dire d'avoir justement ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut s'améliorer grâce à l'intelligence artificielle. Alors, il y a des risques, tout le monde ne l'utilise pas forcément de manière positive et dans le sens faire le bien autour de soi, mais ce qui était intéressant dans le livre, c'est que nous devrions, ce que Reid Hoffman dit, c'est que nous devrions voir les menaces comme un portefeuille de risques. Et ce portefeuille de risques, l'IA va essayer de nous aider à y répondre. Alors évidemment, l'IA est un défi en lui-même, donc ça c'est libre à une autre discussion, est un risque en soi, mais si on réfléchit, on peut amener nos élèves à vraiment à développer leur esprit critique. Donc un cours sur l'IA de l'esprit critique. Destiné à développer l'esprit critique de nos élèves. À travers la connaissance de sa construction et de son utilisation. À travers la connaissance de construction et de son utilisation. C'est un beau projet. C'est un joli programme. C'est magnifique parce que finalement, et c'est la question qui tue, est-ce que l'IA, c'est une révolution culturelle, révolution informatique? Est-ce que ça va entraîner une révolution sociale dans la manière dont on va interagir entre nous? Je pense que c'est tout, c'est cet ensemble, et c'est pour ça que c'est un petit peu, ça fait un petit peu peur, quoi. Mais je voulais venir sur un petit cas bien précis de comment l'humain, dans les algorithmes aujourd'hui qui sont gérés par toutes ces intelligences artificielles, comment l'humain est important. Amazon, il y a quelques années, voulait automatiser une partie de son processus de recrutement, justement, pour gagner du temps, pour identifier les meilleurs, etc. Bon, et l'entreprise avait reçu donc des milliers de CV, évidemment, comme tous les jours, j'imagine qu'ils reçoivent, pour des postes, pour ces postes techniques, développeurs, ingénieurs logiciels, etc. Et l'intelligence artificielle semblait être une solution, mais alors idéale pour trier les meilleurs candidats. On lui dit, voilà les milliers de CV, les paramètres que je recherche. Tu nous fais le profil, paf, du meilleur. Alors, le problème, c'est que ces candidatures et l'analyse des CV qui avaient à la base, donc c'était que des CV, ils avaient regardé tous ceux qui avaient abouti à des embauches. Ce qu'ils avaient fait, c'est que l'algorithme avait pris ces tonnes de CV et les types qui avaient été statistiquement associés à des candidats embauchés, qualifiés, finalement, à la fin, l'IA donnait au CV reçu une note, par exemple, une note entre 1 et 5 sur les CV. Ils étaient classés comme ça.
avec les paramètres qui avaient été donnés, tel profil a été embauché, celui-là n'a pas été, etc. Donc il y avait quand même une analyse de données énorme. Sauf que le problème, dans ces données historiques pour entraîner l'algorithme, c'est que ces données reflétaient des pratiques de recrutement passées. Passées parce qu'elles étaient elles-mêmes biaisées. Il y avait une surreprésentation des hommes dans ces postes, d'ingénieurs, logiciels, etc. Donc il y avait une surreprésentation des hommes. Historiquement, Amazon avait embauché plus d'hommes que de femmes pour des postes techniques. Donc l'IA a interprété ce déséquilibre comme une norme, comme une règle. Comme c'est pas un être humain, il prend des données qu'on lui donne, et puis voilà. Voilà le résultat, voilà ce que vous devez, qui vous devez embaucher, qui vous ne devez pas embaucher. Et donc l'IA a appris à privilégier certains termes qui étaient présents dans les CV de ceux qui étaient embauchés. Et donc les hommes ont plus tendance à parler de leur diriger une équipe, de leadership. Il y a des mots qui sont beaucoup plus récurrents dans des CV hommes que femmes. Et donc, toutes ces références étaient aussi à des écoles d'ingénieurs majoritairement peut-être masculines aussi, dans leur représentation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette intelligence artificielle a pénalisé les femmes, automatiquement, parce qu'il y avait une représentation moindre et des mots-clés qui étaient pas du tout représentatifs. Si elle mettait qu'elle faisait partie de tel club, je ne sais pas, féminin, c'était pas beau non plus, parce qu'il n'y avait pas de valorisation historique. Donc, personne n'a vérifié jusqu'au moment où ils s'en sont rendus compte que l'algorithme reproduisait en fait des biais historiques. Des biais historiques avant de le mettre à l'épreuve, et qu'il y avait quasi pas, mais montre un rejet systématique de CV féminins, par exemple. Donc, et Géraldine, est-ce que c'est pas grâce à IA que nos amis d'Amazon se sont rendus compte de leur Mais c'est pratique? ça, c'est pour ça que c'est pas négatif, c'est parce que à la fin, quand on se rend compte qu'il y avait des tonnes de CV qui Parce que les étaient mecs, très ils auraient continué qualifiés, jusqu'au qui étaient mis à calendrier. la poubelle, alors que c'était, tu vois, mais c'est là où c'est un petit peu, c'est pas qu'on tourne en rond, mais c'est parce que l'on fait des erreurs qu'on corrige. Et donc les biais, ce dont on parle, c'est que c'est une constante remise en cause, justement, ou une constante révision d'erreurs possibles, et que c'est l'être humain qui est là, qui est le garde-fou. Parce qu'on ne veut pas une perte de confiance dans les outils qu'on utilise, on ne veut pas une discrimination non plus systématique, on ne veut pas avoir une réputation impactée parce qu'on a utilisé un outil mais il n'était pas parfait. Donc c'est un exemple important parce que les données d'entraînement, ce qu'on donne comme les milliers de CV ou les milliers de copies, regarde, on donne des copies de philo, de lettres ou autres à corriger à l'intelligence artificielle, ça influence directement les résultats. Ce que l'humain donne influence la sortie, c'est-à-dire ce que l'intelligence artificielle nous donne. Donc, plus l'être humain est aux commandes de ces potentiels biais, on pourra faire en sorte que l'IA soit de plus en plus neutre, parce qu'elle ne l'est pas forcément. Il y a Et cette plus, voilà, plus nous sommes conscients, voilà. plus nous sommes conscients de Mmh. l'usage que nous en faisons, Donc, il faut que plus constamment efficace ces sera algorithmes soient l'usage. audités par des êtres humains. Il faut cette constante audition, on peut Aller-retour. dire ça comme ça, vérification, pour s'assurer que les décisions soient plus équitables et plus en phase avec des valeurs, celles dont je parlais au début. Hein, les doomers, là, ils disent oui, l'intelligence artificielle, ça ne correspond pas du tout à nos valeurs. C'est à nous de faire en sorte que ces valeurs ne soient pas, pas détruites, mais ne soient pas constamment remises en question. Et dans le système éducatif, il faut faire attention aussi. C'est la sélection, par exemple, dans des programmes, et donner à l'intelligence artificielle un poids là-dessus, c'est dangereux aussi. J'ai pas de chiffres GG, à donner pour là-dessus. conclure, C'est ça. si on laissait l'intelligence artificielle s'occuper du programme d'histoire, il Mhm. verrait que c'est plus de la politique que de l'histoire. Possible. Quand il y a Mhm. 4 fois la Révolution française Oui. Mhm. dans un même programme. C'est pour ça que c'est qu'un exemple, mais je pense qu'il y a plein de compagnies qui ont dû revenir aussi sur leurs algorithmes et revérifier, parce que si l'être humain, à un moment donné, voit un CV rejeté, vérifie, regarde et se dit, mais non, mais ça, c'est un candidat parfait.
Mm. Il a été rejeté parce que historiquement, j'ai donné des données, j'ai donné fourni des données à l'IA qui les a interprétées parce que l'IA n'est pas censée faire justement faire attention à la réputation de l'établissement, faire attention à la discrimination. L'intelligence artificielle n'est pas là pour n'en est pas là, en tout cas, dans son niveau de discernement sur ce qui est qui représente telle valeur de ce qui ne le représente pas. Donc, pour nous, comment un biais peut naître dans un cas bien précis à cause de données historiques potentiellement biaisées. Alors après, on peut faire un autre live sur tout ce qui pourrait être justement tous les exemples possibles, mais vous pouvez imaginer vous-même. Et ce que l'on veut, nous, c'est éviter qu'ils se reproduisent et qu'ils amplifient des inégalités déjà existantes. C'est comme nous, Olivier, quand on reçoit, on reçoit des bulletins. On reçoit des bulletins, il y a des notes, cet élève est très bon, cet élève a des difficultés, mais il est bon là, cet élève a et voilà, et autour de la moyenne, on a une opinion qui est basée sur des données factuelles qui nous sont données. Si on ne prend pas le temps de lui parler, si on ne prend pas le temps d'analyser le potentiel de l'élève, le potentiel, il n'est pas analysé par un algorithme. Et nous, on a déjà fait confiance à des élèves qui, sur le papier, qualifiaient pas, mais se sont avérés être parmi les plus brillants, ou en tout cas. Donc, c'est exactement ça ce que l'on fait. C'est-à-dire que comme nous, comme n'importe quelle école, on reçoit des dossiers, on a du papier, on peut avoir un entretien, mais tant que l'élève n'est pas avec nous et qu'on n'a pas discerné le potentiel de il ou elle, finalement, on peut se tromper. On peut se tromper sur des cas. Et dans le cas, nous, recrutement au lycée, c'est un recrutement qui est basé sur l'humain et sur des notes, certes, oui, mais on ne se limite pas aux notes. Parce que si on est limité aux notes, c'est Et encore une fois, l'intelligence artificielle nous amène à dévoiler les parties les plus humaines que nous avons, si nous les avons. Parce que si tu n'as pas de part, si tu n'es pas construit comme les autres, tu es déjà un robot à la naissance. Oui. Mais c'est ça, en fait, c'est nous pousser à être plus humains et à faire beaucoup plus attention aux humains parce que à cause de cette présence. Ou grâce à, comment oui, grâce à cette présence. Voilà. Et d'autre part, c'est le dernier point où je voulais te solliciter, c'est finalement ça remet en cause notre rapport à comment la connaissance se construit, puisque le robot construit la connaissance à partir des données passées, comme on l'a toujours fait. Tu sais, les épaules, enfin, les nains qui sont sur les épaules de géants, cette fameuse phrase, c'est de la Renaissance. Évidemment, c'est peut-être tout faux. Finalement, si je m'appuie sur les épaules de l'autre. Je voulais montrer, c'est exactement ce que tu dis, mais je voulais montrer un exemple de prompt et on pourra faire un live là-dessus sur le prompt engineering. Mais aujourd'hui, ce que nous, on veut montrer aux élèves, c'est que s'ils n'ont pas une connaissance de base personnelle dans des domaines qui les intéressent, et dans les domaines qu'on leur impose, les mathématiques, la physique, la chimie, l'économie ou la philosophie, ils ne pourront pas poser des questions, ils ne pourront pas utiliser l'intelligence artificielle comme il se doit. C'est-à-dire que pour pouvoir poser une question qui a du sens, et on sait qu'en éducation, c'est pas forcément la réponse est une chose, mais la formulation de la question est bien plus importante. Et on sait que les élèves qui posent les bonnes questions en classe sont ceux qui avancent mieux et plus vite que ceux qui n'en posent jamais. D'accord ? Mais pour pouvoir poser des questions, il faut avoir des connaissances. On ne sort pas des questions comme ça de sa tête en demandant, par exemple, expliquez-moi la relativité. Et cette question-là posée à AI, à l'intelligence artificielle, est beaucoup trop simple, je dirais, et bête. Parce qu'il faut la poser d'une autre manière. Je suis un élève dans quelle classe? J'ai 16 ans, je suis un élève en seconde, j'ai un cours là-dessus, j'ai compris tel ou tel principe. Là, je me heurte à une difficulté pour vraiment comprendre dans des mots simples ce qu'est la relativité générale, et je voudrais que tu me l'expliques dans des mots parce que à l'âge que j'ai maintenant. Okay, un prompt qui explique le contexte, qui explique la situation, qui va avoir une portée bien plus grande que quelqu'un qui dit bah tiens, fais-moi un résumé là-dessus. Il comprendra rien à ce que l'IA va lui répondre. Mais si je fais 3 prompts, par exemple, sur
de m'expliquer, expliquer à un enfant de 6 ans tel ou tel concept. Et ensuite expliquer à un enfant de 6 ans qui est bilingue anglais-espagnol ce concept. Expliquer à un enfant ou de 8 ans qui est passionné par l'astronomie, passionné par les dinosaures, peu importe, si tu rajoutes juste un paramètre, juste un seul, qui définit la personne et son contexte, la réponse est différente et tu vas apprendre de manière complètement différente des autres. Donc, c'est le professeur ou l'élève, un élève qui dit, ben voilà, j'ai cette disserte, fais-moi un corrigé. C'est facile, ça. Mhm. Le jour J, ça sera la cata, le jour de l'examen. Bah ouais. Donc, comment apprendre à nos élèves que l'apprentissage de connaissances est nécessaire? Peut-être que d'autres ne le seront plus, d'accord? Mais que l'apprentissage d'une connaissance, des connaissances, c'est ce qui permet de poser les bonnes questions. Et il ne peut pas y avoir de bonnes questions sans qu'il y ait un effort d'apprentissage de base. Tu apprends le latin, Olivier, tu apprends le latin à tes élèves ou le grec. S'ils n'ont pas compris le principe même d'une déclinaison, comment veux-tu qu'une réponse d'intelligence artificielle leur serve? Ça leur sert à rien. S'ils n'ont pas compris le principe même de la déclinaison. Non, mais je suis bien Donc, d'accord. on pourra Sans faire parler du sujet, du ce sera complément d'objet. intéressant de faire un autre moment parce qu'on a largement dépassé. Mais Mais c'était merci. pour montrer l'humain. L'humain est loin de disparaître en éducation en termes de, enfin, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et que ce n'est Merci, que tous Géraldine. les constituants, comment dire, aussi que tous ceux qui composent une communauté scolaire ont tous des connaissances au même moment qui permettent une compréhension de chacun et non Ah, pas et je à pense que c'est une bonne double conclusion, vitesse. Voilà. que nous soyons tous Mhm. synchro Ouais. dans l'avancement de notre connaissance de l'intelligence artificielle. Voilà. C'est pour ça que c'est pas mal le terme de compagnon, mais Mhm. que nous ayons ce compagnon et que nous avancions ensemble. Bon, Mhm. vous aurez compris, Voilà. nous sommes plutôt positifs Mhm. et, et nous vous invitons à l'être, et en tout cas nous vous invitons à prendre conscience de cette impossibilité de ne pas pouvoir s'informer et se former sur la question de l'intelligence artificielle. Nous rentrerons bien évidemment dans les détails dans les Mhm. prochains lives, puisqu'au numéro 86, donc au rendez-vous 186, pour faire un bilan sur les AI après une centaine de Voilà. lives sur la question. Non, merci, je plaisante Géraldine, mais merci encore parce Merci que Olivier. Hein. grâce à toi, nous avançons sur cette question On avance et tous ensemble. impatient de pouvoir développer ce cours à partir de septembre 2025. Voilà. Merci Merci Olivier. beaucoup. Bonne journée tout le Merci à tous monde. nos abonnés et on se retrouve très bientôt. Merci. Au revoir.